Dans cette deuxième partie, nous allons montrer comment le féminisme, qui était principalement d'ordre politique et révolutionnaire d'extrême gauche, va prendre une dimension plus libérale, va changer de nature et donc va se structurer et donc s'émanciper. Alors l'influence du monde occidental et donc du monde anglo-saxon, c'est finalement dans la continuité de ce que, de ce que la Nouvelle-Zélande en 1893 avait obtenu à travers le droit de vote des femmes, avec l'émancipation du mouvement des suffragettes dans les années 20 et les années 30, qui aboutira en 1928 au droit de vote, enfin à la légalisation du droit de vote pour les femmes en Angleterre et à leur droit à l'éligibilité dans les années 20 et donc dans les années 30 au niveau de la Chambre des Lords et au titre ensuite de Premier ministre. Alors, c'est un élément quand même très important parce que ça va impacter notamment le féminisme français, puisque au niveau du Front populaire en 1936, qui est à la fois un mouvement d'émancipation sociale, puisque c'est là où pour la première fois vont être octroyés en France les congés payés à hauteur de 2 semaines, mais vous allez avoir plusieurs femmes de relative importance qui vont pouvoir intégrer le gouvernement de Léon Blum, et donc c'est une première représentation politique des femmes en France. La rupture importante, elle s'opère également à partir de 1945, sachant que le droit de vote est autorisé en France en 1944 et est officiellement mis en place en 1945 au niveau du vote de l'Assemblée constituante de la 4e République, puisqu'à partir de 1945 va commencer la deuxième vague féministe qui, cette fois-ci, alors qu'elle avait pris un caractère principalement politique et on va dire éligible, enfin le droit à l'éligibilité et le droit de vote au 19e siècle et au début du 20e siècle, cette fois-ci, elle va concerner principalement le cadre professionnel, le cadre biologique et le droit à la maîtrise du corps. Un ouvrage fondamental, c'est le livre de Simone de Beauvoir, 1949, Le deuxième sexe, qui, avec la fameuse phrase « on ne naît pas femme, mais on le devient », également les mouvements de mai 68, qui sont à la fois un mouvement à la fois marxiste, à la fois social, mais aussi à la fois féministe, le droit à la maîtrise du corps de la femme. Et ça, c'est dans une continuité de nos mouvements qui nous viennent des États-Unis, notamment la création dans les années 60 du mouvement Woman Lib, et qui aboutira en 1970 à la création du mouvement de libération des femmes en France, avec 2 dates fondamentales. 1967, la loi Nouverte, qui autorise le droit à la contraception pour les femmes, et 1975, la fameuse loi qui va faire très polémique, mais qui va finalement être passée, la loi Simone Veil, qui va autoriser le droit à l'avortement. Donc finalement, un mouvement qui se structure, qui élargit son champ d'application, et qui finalement aboutit dans les années 70 à ce qu'on va appeler le troisième mouvement féministe, qui va cette fois-ci être influencé par une auteure américaine, Judith Butler, qui va théoriser la fameuse théorie du genre, estimant qu'il n'y a pas de déterminisme biologique et que finalement les catégories d'hommes-femmes sont finalement des catégories assez souples et assez fluides et que c'est la construction sociale qui crée la catégorie d'homme ou de femme et non pas son déterminisme biologique. Donc ça, on le verra dans la 3e partie, ça va avoir beaucoup d'implications au niveau des nouvelles théories du féminisme, mais on a encore une continuité dans les années 80 et dans les années 90, par exemple. C'est 1991, Édith Cresson qui devient officiellement la première ministre femme d'un gouvernement de la 5e République, et ensuite viendra d'autres mouvements plus internationaux. 1995, notamment la Convention de l'ONU sur le droit des femmes, qui est signée par près d'une centaine de pays à l'Assemblée générale, puis en France, en 2000, la loi sur la parité. Donc finalement, on voit bien que sur cette longue période de près de 2 siècles, le féministe est principalement dépendant de son contexte économique, de son contexte politique, et que finalement, elle n'est que la traduction des mouvements de revendication sociale et politique, avec une dimension clairement révolutionnaire au XIXe siècle, une dimension plus libérale à partir de 1945, et une dimension plus genrée et plus universelle à partir des années 1990.